élèves du lycée Alexandre Dumas d'Alger. Maintenant, c'est Djalil, Mouna, Lina, Rian et Nour qui vont nous parler du jardin de Barnabé. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui est Barnabé, mais on va le découvrir tout de suite. Merci, c'est à vous. C'est le jardinier du lycée. Donc, bonjour à tous, nous sommes des élèves de terminale en section internationale et aujourd'hui nous allons vous présenter en fait notre résolution du problème intitulé le jardin de Barnabé. Tout d'abord, je voudrais remercier nos professeurs de maths Andine qui nous ont accompagnés tout au long de cette année. Et du coup, je vais commencer par lire l'énoncé. Donc, Barnabé a délimité dans son jardin une surface carrée où en fait il souhaitait planter ses choux. En le voyant faire, sa femme lui demande amusée s'il était capable en fait de délimiter une surface carrée tout en mettant chaque coin sur les bords du jardin. Et automatiquement, Barnabé lui répond qu'il ne pourra jamais le faire. Et c'est à cause en fait de la forme du contour du jardin. Et on va essayer de déterminer si Barnabé a raison ou pas. Donc, à première vue, le problème semble résolu à l'aide du théorème de Toeplitz. Le théorème du point du carré inscrit, aussi connu sous le nom de conjecture de Toeplitz, c'est un problème ouvert en géométrie et toujours pas résolu. Ce problème s'énonce de la manière suivante. Est-ce que toute courbe fermée simple, aussi appelée courbe de Jordan, admet un carré inscrit? Donc, puisque ce problème n'a pas été résolu, donc on n'a pas pu s'aider de cette piste. C'est pour ça que le problème est plus complexe et plus vaste que ça. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre en place des règles. Donc, nous allons nous limiter aux formes géométriques et à quelques fonctions qu'on approfondira plus tard. Donc, on va commencer par le cas par cas, donc les cas particuliers. Ensuite, une approche trigonométrique, la fonction tangente, l'interpolation lagrangienne, le programme Scratch, les courbes paramétrées, et la convexité dans un domaine restreint. Donc, on va commencer tout d'abord par le triangle rectangle qui a deux cas. Donc, je présente le triangle rectangle. Je ne vais pas présenter tous les triangles puisqu'on a un programme Scratch qui va suivre, que mon camarade va présenter. Et donc, le premier cas, c'est lorsqu'un seul sommet du carré se trouve sur l'hypoténuse AC du triangle. Donc, il s'ensuit à cause de l'angle droit qu'un autre sommet du carré est nécessairement sur le sommet B du triangle rectangle. Et donc, on obtient un carré EBGK avec K sur AC, E sur AB, G sur BC et B en commun aux deux côtés de l'angle droit. Et donc, le point unique K se trouvera sur l'intersection de l'hypoténuse AC et la bisectrice de l'angle droit B, qui fera 45 degrés avec chaque côté de l'angle droit. Donc, le deuxième cas qu'on a à vous proposer, c'est le carré en fait à deux sommets sur l'hypoténuse AC. Pour montrer qu'il en existe un carré et qu'il est unique, prenons un point E quelconque sur le segment AB avec X égale à AE et construisons en fait le rectangle unique EFGK avec K et G sur le segment AC et F sur le segment BC. Donc, les triangles AKE et EBF sont semblables et l'angle E du premier est égal à l'angle F du second. Et ils sont tous deux égaux à l'angle C du rectangle ABC. Donc, on en déduit que dans AEK, cosinus C égale à EK sur AE, d'où EK égale à X cosinus C. Et dans EBF, sinus C égale à EB sur EF. Et donc, EF égale à EB sur sinus C. Voilà. Et qui est égal à 1 moins X sur sinus C. Donc, le rectangle est carré si et seulement si EK égale à EF, soit X cosinus C égale à 1 sur X sur sinus C. On trouve une valeur unique de X égale à AE, soit AE égale à 1 sur 1 plus sinus C cosinus C. Finalement, on trouve en fait deux carrés inscrits dans le triangle rectangle. Ensuite, on passe au trapèze. Au trapèze rectangle, donc on va prendre un trapèze rectangle OABC avec deux angles droits en O et en C. En prenant OC, la longueur qui est égale à 1, on posera OA, donc la longueur OA qui sera égale à A, CB qui sera égale à B, comme longueur des bases. Donc on veut y inscrire un carré ayant ses sommets sur chacun des quatre côtés du trapèze. Alors le quatrième sommet G du carré inscrit doit être sur le côté AB, ce qui impose en prenant pour B grande base et que pour
A qui doit être inférieur ou égal à 1 et B qui doit être forcément supérieur ou égal à 1. Cela va donner un trapèze rectangle soumis à ces conditions-là. Donc, A inférieur à 1, B supérieur à 1 et OC égal à 1. Et donc, le côté AB coupe UV en G. Et donc, en connaissant G, on peut construire le carré EFG unique, comme c'est fait sur cette figure. Mais ce carré ne sera pas vraiment inscrit dans le trapèze, puisque le point A, le point A est à droite de F. Et donc, pour tout trapèze rectangle OABC ayant deux bases A et B telles que A inférieur à 1, B supérieur à 1, sachant que OC est égal à 1, un carré peut s'y inscrire en ayant les quatre sommets qui touchent les côtés du trapèze. Sinon, on ne peut pas avoir un carré inscriptible sans respecter ces conditions. Ensuite, la figure qu'on va présenter, c'est le pentagone. Donc, pour la construction d'un carré à l'intérieur d'un pentagone, il faut que l'un des côtés du pentagone soit parallèle à un des côtés du carré. Donc, avec cette figure de GeoGebra, on voit que si on ne fait pas en sorte qu'un des côtés soit parallèle à celui du pentagone, ça ne marche pas. Et donc, on a tracé les deux droites passant par J et on a fait une rotation pour faire en sorte que ça soit parallèle plus tard. Alors maintenant, nous allons parler de l'inscription d'un carré dans une ellipse. D'abord, on se demandera, peut-on inscrire un carré dans une ellipse? On va d'abord définir ce qu'est une ellipse. Donc, par définition, c'est une courbe plane. Elle fait partie de la famille des coniques. Elle est obtenue par l'intersection d'un plan avec un cône de révolution tel que le plan ne coupe pas le cône parallèlement à sa base. Le cercle, par contre, est un cas particulier de l'ellipse. Le plan coupe le cône perpendiculairement à l'axe du cône ou de sorte à ce que la base du cône et le plan soient parallèles. Une ellipse est constituée d'un grand axe et d'un petit axe, comme on le voit ici, l'axe X et l'axe Y. L'axe X, non. Oui, le but de cette partie est d'inscrire un carré dans une ellipse de sorte à ce que tous les sommets du carré touchent l'ellipse. Pour cela, nous pouvons fixer un des axes de l'ellipse et faire varier la longueur de l'autre axe. Projetons l'ellipse sur un repère orthonormé, comme montré ici sur le diaporama. Pour que le quadrilatère inscrit soit un carré, il faut que les coordonnées des sommets, par exemple pour le sommet pour le point A, il faut que x soit égal à y. Voilà, il faut que x soit égal à y. Ça c'est x et cette longueur c'est y. Voilà. Donc l'abscisse de A et l'ordonnée de A doivent être égales. Ainsi, si un carré est inscrit dans une ellipse, la distance du centre du carré à l'un de ses coins sera égale à la distance entre l'origine du repère et le point dans le coin supérieur droit de l'ellipse. Ce qui veut dire que le carré et l'ellipse ont le même centre. Le centre du carré et le centre de l'ellipse, et c'est aussi l'origine du repère. Ceci est une condition nécessaire pour que le carré soit inscrit dans l'ellipse. Sinon, ça ne marche pas. Donc, effectivement, nous avons réussi à tracer un carré dans une ellipse, de sorte à ce que les quatre sommets, les quatre sommets touchent l'ellipse. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, il est possible de faire varier les longueurs des axes. Nous obtenons ainsi les figures suivantes. Donc, les deux premières sont obtenues en modifiant l'axe horizontal et les deux dernières en modifiant l'axe vertical. Il est donc possible de délimiter une surface carrée dans le jardin de Barnabé si son jardin a une forme elliptique. Donc, on va passer à l'approche trigonométrique, donc le cas particulier du carré, le cercle. Un carré peut s'inscrire dans un cercle si on suit ses instructions. Donc, soit le cercle de centre A passant par B. On va commencer par tracer le cercle de centre B passant par A. Donc, les deux cercles se coupent au point C et D. On trace le cercle de centre C passant par D. Ce cercle coupe en fait le cercle de centre A en F. On trace la droite AC. Elle coupe le cercle de centre C en E et en H. On trace la droite EF et elle coupe en fait le cercle de centre A en G. Et on trace aussi la droite FH et elle coupe au final le cercle de centre A en I. Donc en fait, BGFI est un carré inscrit dans le cercle de centre A. Je m'explique. EF
Admettons que EF est un diamètre du cercle de centre C et F. Et sur ce cercle, donc EFH, c'est un triangle rectangle en F. BF, c'est un diamètre du cercle de centre A et I, et sur le cercle. Donc BFI est un triangle rectangle en I. De même, BGF est un triangle rectangle en G. Donc, au final, le quadrilatère BGFI possède en fait 3 angles droits. C'est un rectangle. Par construction, le triangle ABC est équilatéral. Les angles donc BAC et JAF sont de 60 degrés car elles sont opposées par le sommet. Dans le cercle de centre A, l'angle FCJ est la moitié de l'angle FAH et il a alors une valeur de 30 degrés. Comme angle inscrit et angle au centre, on note que les angles FCJ et FCH sont égaux. Dans le cercle de centre A, dans le cercle de centre C, le triangle FEH est la moitié de l'angle FCH et alors une valeur de 15 degrés comme angle inscrit et angle au centre. On note que les angles FEH et FEC sont égaux. Donc, au final, CEF, c'est un rectangle isocèle, car les points E et F sont situés sur le cercle de centre C. Donc, les angles CFE et FEC sont égaux et ont une valeur de 15 degrés. On passe ensuite au triangle isocèle CAF. On dit qu'il est isocèle parce que les points C et F sont situés sur le cercle de centre A. Donc, les angles AFC et FCA sont égaux et ont une valeur de 30 degrés. Par conséquent, l'angle BFG est la somme des angles AFC et CFE et ils prennent alors une valeur de 45 degrés. Enfin, dans le triangle BGF, rectangle en G, si l'angle BFG prend une valeur de 45 degrés, alors il est égal à l'angle BGBF. Donc, le triangle BGF est aussi isocèle, c'est-à-dire que les droites BG et BF sont égales. Puisque le rectangle BGFI a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est donc un carré. Donc, nous allons parler de la fonction tangente. La fonction tangente f de x égale tangente de x est une des fonctions trigonométriques fondamentales. C'est une fonction périodique, le cycle du motif se répète indéfiniment. D'après la modélisation sur GeoGebra, on remarque que la fonction a des asymptotes verticales. Le motif se répète pour une période égale à pi. Les asymptotes coupent l'intervalle entre deux périodes en deux. Leur équation est de la forme x égale pi sur 2 plus npi. Le point 0, 0, donc l'origine, qui est ici, et chaque point juste après de valeur pi représente le point d'inflexion de chaque courbe. C'est à ce moment-là que la courbe change d'allure. Les asymptotes représentent les valeurs interdites, par exemple pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, etc. Quand x tend vers une de ces valeurs, tangente de x tend vers plus ou moins l'infini. On le remarque dans cette image. On a fait l'aide de GeoGebra. Donc, on remarque que quand tangente de x tend vers l'infini, les droites semblent être parallèles. Elles semblent l'être, mais en vérité, elles ne le sont pas. Et elles n'atteignent jamais les asymptotes verticales. On pourrait donc inscrire un carré en considérant que le jardin de Barnabé se situe entre deux motifs séparés d'une période égale à pi, ou 2pi ou 3pi. Donc, par exemple, entre la droite 7 et la droite 8. On obtiendra donc une forme comme représentée ici. Voilà. On conclut qu'il est possible de délimiter une surface carrée entre deux motifs de la fonction tangente, de sorte à ce que les coins du carré touchent les bords du jardin. Voilà. On va passer à l'interpolation lagrangienne. Alors, ici,
pour utiliser l'interpolation de Lagrange, on veut relier les 4 sommets du carré. Mais la condition pour interpoler le carré, c'est que le carré doit être en biais et les sommets ne doivent pas être confondus à la verticale. Alors, si on relie les 4 sommets, on doit trouver un polynôme de degré n sommet moins 1. Du coup, on aura un polynôme du 3e degré. Du genre ce principe d'interpolation comme ici avec l'étoile et cette courbe. Donc, je vais à présent vous présenter une approche numérique du problème du jardin de Barnabé. Et plus particulièrement, on va s'intéresser au cas général du triangle. Autrement dit, est-il possible d'inscrire un carré dans toutes les natures de triangles? Donc, comme démontré précédemment par ma camarade, le cas du triangle rectangle répond positivement au problème, dans la mesure où l'un des 4 côtés du carré doit être compris dans l'un des 3 côtés du triangle. Mais on s'est demandé avec le camarade, qu'en est-il pour les autres? Donc, entre triangles équilatéraux, isocèles, quelconques et rectangles, une infinité de possibilités existent et donc peuvent être testées. Et dans ce cadre-là, l'outil numérique nous a paru être le plus approprié, et plus particulièrement le programme Scratch. Donc, je vais vous présenter ce logiciel. Donc, voici l'interface. À droite, on peut voir un espace vide. Il s'agit d'un espace de programmation, c'est-à-dire que l'on va glisser différentes lignes de programme dans cet espace. Au centre, nous avons des lignes de programmation prédéfinies, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'à les glisser vers la partie de droite pour construire au fur et à mesure notre programme. Et enfin, à gauche, nous remarquons une sorte de feuille de calcul, ou bien une feuille blanche, qui correspond en réalité à un repère orthonormé masqué. Donc là, si par exemple on s'intéresse au sprite ou au personnage du chat, qui est le symbole de l'application, on voit qu'il se situe aux coordonnées x égale à 0 et y égale à 0. On remarque également qu'il n'y a pas de programme prédéfini pour ce personnage. Donc lorsque l'on appuiera sur le drapeau vert en haut de la partie à gauche, il ne se passera rien. Donc notre objectif est donc de construire un triangle. Ce dernier peut être de nature particulière, donc rectangle, isocèle, équilatéral, ou bien juste un triangle quelconque. On peut prendre par exemple un triangle ABC. Mais il faut respecter 2 caractéristiques, qui sont 2 règles fondamentales de construction pour un triangle. D'abord, la somme de 2 côtés consécutifs du triangle doit être supérieure à la longueur du 3e côté. Ensuite, la somme des angles des différents niveaux des différents sommets des triangles doit être égale à 180 degrés. Donc, on peut retourner dans l'application et on va créer un personnage. On va nommer triangle. Donc, on voit ici que ce personnage est un carré, mais ce n'est pas représentatif. On va lui assigner la fonction de tracer notre triangle. Et pour cela, on va construire un programme que vous voyez dans la partie de droite. Donc, des lignes 1 à 8, notre triangle, notre personnage, va d'abord dessiner une ligne droite. Une ligne droite qui, comme on peut le voir à ligne 9, a une longueur de 100 pas, c'est-à-dire 100 pixels, et en réalité, ça correspond à 5 cm. Ensuite, des lignes 10 à 11, notre programme va générer une mesure aléatoire entre 1 et 179. Il s'agira de l'angle par lequel le personnage va s'orienter pour construire notre 2e côté du triangle. Suite à cela, il va, des lignes 12 à 13, créer une autre variable aléatoire, cette fois entre 10 et 200. Ici, ces valeurs n'ont aucune importance. Donc, il va créer une mesure aléatoire qui sera en réalité la mesure du 2e côté du triangle. Ensuite, il reviendra à sa position initiale et on obtiendra un triangle quelconque. Donc, ce triangle peut être quelconque, mais si on se base sur des probabilités, on a des chances d'avoir un triangle rectangle, comme on a des chances d'avoir un triangle isocèle, comme on a des chances d'avoir un triangle équilatéral. On passe alors à la 2e étape du programme. Excusez-moi, là, il faudrait que vous accélériez un petit peu, là, parce que vous avez plus beaucoup de temps. Même vous avez plus de temps du tout. Donc, si vous pouviez aller plus vite sur ce programme, peut-être donner le résultat.
et puis aller vers la conclusion. Merci. Donc, dans la deuxième étape de notre programme consiste à inscrire le carré dans le triangle. Donc, on voit que cela marche pour le triangle rectangle et pour le triangle équilatéral à droite. Et à partir de là, on va définir la fonction principale de ce programme, qui est plus simplement de prendre un triangle et un carré. Ce carré-là que vous voyez à gauche, on va tout simplement le glisser sur le côté commun au triangle et au carré. Et on va essayer de trouver à chaque fois la position adéquate. Donc là, on essaye pour le côté du bas, et on pourra essayer pour le deuxième côté, ou encore pour l'hypoténuse dans le cas du triangle rectangle. Et on va répéter cela pour les 3 autres triangles. Donc on retourne dans l'application, et on va créer 2 variables. Donc en haut, on a 2 variables P et C. P correspond à la position du carré sur le côté du triangle, le côté commun, et C correspond à la longueur du carré en question. Donc là, si on place le carré à la position 0, c'est-à-dire de sorte que l'un de ses sommets soit commun au sommet du triangle, on voit que cela ne fonctionne pas, parce qu'on a une petite surface du carré qui est en dehors du triangle. De même, si on prend la position 86, on voit que cela ne fonctionne pas aussi, pour les mêmes raisons que le premier exemple. Mais par contre, si on se place à la position 26 et qu'on garde la même longueur de côté, on voit que cela fonctionne et que le carré peut effectivement être inscrit dans ce triangle qui est un triangle équilatéral généré par le programme. Donc au final, même si cela repose sur l'outil informatique et non pas sur une démonstration mathématique, on peut cependant conjecturer qu'un carré peut être inscrit dans n'importe quelle nature de triangle. Merci. Étant donné que ce n'est pas évident de tracer des fonctions, on va utiliser les courbes paramétriques ou équations horaires en physique. Comme par exemple, on peut dessiner une ellipse qui a pour x de t qui est égal à sinus de t fois 4, ou y de t est égal à cosinus de t fois 3. Excusez-moi, d'essayer de donner vos résultats, et puis simplement parce que là, on dépasse vraiment beaucoup le temps. Excusez-moi, hein, je suis désolée. Ok, pas de problème, pas de problème. Et ici, pour aussi dessiner n'importe quelle courbe, on peut, par exemple, pour le cercle, on peut additionner 2 courbes qui forment 2 demi-cercles. Pour aussi la convexité, dans le domaine de convexité, par exemple, ici, parfois le jardin est non convexe. Alors, la condition, comme vous pouvez le voir ici, si on prend 2 points d'une surface, qu'on les relie et que ce segment est à l'intérieur, on dit que c'est un domaine convexe. Au cas contraire, c'est un domaine non convexe. Aussi, par exemple, les 2 dessins à droite. Comme là, par exemple, le carré, si on prend n'importe quel segment, c'est un domaine convexe, mais or, comme par exemple, on relie les sommets d'une étoile, c'est un domaine non convexe. Alors, pour ce qui n'a pas abouti, on a 4 démarches qui n'ont pas abouti. Comme la quadrature, on a vu que ça n'aboutirait à rien, c'est pas ce qu'on cherche. Aussi, utiliser les fonctions classiques, surtout avec une condition des intégrales, parce que ce n'est pas évident de trouver des primitives de courbes paramétriques. Et aussi, on peut rapprocher cette problématique au jeu tangram, où on essaie de casser la tête avec des formes géométriques et les placer dans une autre forme géométrique. Voilà. Merci. Au final, je vais dire que ça dit qu'il a raison. Donc, Barnabé n'a pas raison, puisqu'il a dit qu'on ne pouvait pas inscrire un carré dans son jardin. On voit que si son jardin a des formes particulières, comme présenté précédemment, que c'était possible. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. Très, très... Ah, vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui. Alors, faites-le vite, alors. Donc, c'est juste les remerciements. Donc, je voudrais remercier l'atelier Math Engine et tous les professeurs qui nous ont aidés, soutenus dans notre raisonnement. Donc, à savoir Monsieur Kala, Madame Megarbi, Madame Lazri, Madame Idjer et Madame Guettas. Et merci de votre attention.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bah, écoutez, j'ai deux, trois petites questions. C'était très bien, hein, c'était très, très précis. Et puis, c'est dommage que vous n'ayez pas eu plus de temps, c'est sûr. Mais bon, alors voilà, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez réfléchi à la surface du carré? Parce que peut-être que ça n'intéresse pas Barnabé si le carré est trop petit, parce qu'il veut peut-être planter beaucoup de choux. Donc, est-ce que vous avez un rapport entre, par exemple, pour les triangles, entre la surface du carré, vous avez pensé, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et, la surface, et les données du triangle, par exemple. En fait, on avait dit, on avait élaboré des conditions sur cette problématique. La surface du carré doit être inférieure à la surface du jardin. C'est une des conditions. Uniquement si on pouvait, le carré peut être considéré comme une fonction. Mais comme c'est pas évident d'avoir une fonction dont l'antécédent peut avoir plusieurs images, qui est le cas d'un carré si il est à la verticale. Ou aussi, comme j'avais dit, c'était pour calculer une intégrale. En fonction intégrale de cette figure est inférieure à l'intégrale de l'autre fonction. Ben, c'est pas évident de trouver une primitive de ces courbes paramétriques. D'accord. Pour le cercle, là, vous avez montré une construction, mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule solution? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul carré inscriptible dans le cercle? Non, il y a une infinité de carrés. Ah, il me semblait bien, oui, effectivement. J'ai pas trop compris. Le polygone, il était régulier dans votre exemple? Le pentagone, pardon. Le pentagone était régulier. Oui, il est régulier. D'accord. Et il y a aussi une chose que je n'ai pas compris, c'est que la fonction tangente, c'est pas la courbe représentative de la fonction tangente, c'est pas une courbe fermée là. Oui, justement, on peut mettre comme des limites, mais je veux dire que le jardin peut être compris. Enfin, deux côtés du jardin peuvent avoir la forme d'une fonction tangente, donc les deux côtés parallèles. D'accord, je comprends. Parce que les motifs ont un comportement asymptotique. D'accord. Vers l'infini. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Ah, j'ai une dernière question. J'ai vu que vous étiez en principe jumelé avec un lycée à Tunis, le lycée Mendes France de Tunis. Vous avez travaillé avec eux sur ce sujet? Non. Finalement, non. On n'a pas été jumelés avec eux, non. Ah, bah c'est dommage. Bon, bah, merci beaucoup alors et puis continuez, et je vous souhaite de belles études après votre bac. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.